nous a toujours parlé de l'intelligence humaine comme du sommet de l'évolution. Nous serions, dit-on, la seule espèce capable de raison, de science, de progrès. Mais derrière ce récit glorieux se cache une vérité que peu osent affronter. La stupidité humaine est tout aussi puissante, et peut-être plus décisive que l'intelligence elle-même. Imagine une force invisible, à l'œuvre dans l'histoire depuis toujours. Une force qui pousse des foules entières à applaudir des tyrans, à répéter des absurdités, à se détruire elle-même au nom d'idées creuses. Une force qui ne vient pas seulement des ignorants, mais aussi des plus éduqués, des plus instruits, des plus civilisés. Voilà ce que certains penseurs ont appelé la théorie interdite. L'idée que la stupidité n'est pas un accident, mais une loi universelle qui façonne notre destin collectif. Regarde autour de toi, tu verras des exemples partout. Des guerres déclenchées pour des mensonges évidents, des décisions absurdes prises par des dirigeants qui se croyaient rationnels, des millions d'individus qui sacrifient leur temps, leur énergie, leur liberté pour courir après des illusions vendues comme nécessaires. Ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique, une contagion, presque une loi de la nature. Et le plus troublant, c'est que la stupidité n'a rien de passif. Elle est active, contagieuse, souvent triomphante. Elle peut paraître naïve, mais en réalité, elle agit comme une force de destruction massive, plus subtile que la haine, plus résistante que la violence. Là où l'intelligence échoue à unir, la stupidité rassemble. Là où la vérité hésite, la stupidité s'impose. Cette idée dérange. C'est pour cela qu'on l'appelle interdite. Car reconnaître la stupidité comme une puissance revient à admettre que nos sociétés, nos institutions, nos empires reposent non pas sur la sagesse, mais sur une illusion fragile, et cette illusion se fissure déjà. Alors pose-toi cette question, et si le véritable moteur de l'histoire n'était pas la quête de vérité, mais la propagation de la stupidité? Et si, au lieu de l'ignorer ou de la mépriser, nous devions l'analyser, la comprendre, non pas pour la justifier, mais pour nous protéger d'elle? Car voici le paradoxe qui ouvre ce voyage. Ce n'est pas l'ignorance qui menace le plus l'humanité, mais la certitude stupide avec laquelle nous croyons savoir. Depuis des siècles, l'humanité se raconte une histoire flatteuse, celle du progrès. Nous nous voyons comme des êtres rationnels, en marche vers toujours plus de science, de technologie, de civilisation. Mais si l'on gratte cette surface brillante, on découvre une réalité plus sombre. Chaque époque, chaque société, chaque empire a été traversée par des vagues massives de stupidité. Et ces vagues ont souvent été plus puissantes que les élans de lucidité. La stupidité humaine ne se limite pas à l'ignorance. Elle ne disparaît pas avec l'instruction. Au contraire, elle prospère parfois dans les lieux mêmes où le savoir est censé régner. On la retrouve dans les parlements où des décisions absurdes façonnent le destin de millions de vies. On la retrouve dans les entreprises où l'avidité l'emporte sur le bon sens. On la retrouve dans les réseaux sociaux, où la bêtise la plus grossière devient virale, pendant que la réflexion s'éteint dans le vacarme. Le diagnostic est clair, la stupidité n'est pas une erreur individuelle, mais un phénomène collectif. Elle se propage comme une infection invisible. Une personne isolée peut encore réfléchir, hésiter, nuancer. Mais une foule obéit aux impulsions les plus simples, les plus immédiates, les plus destructrices. Comme l'écrivait un philosophe, là où 2 ou 3 imbéciles se réunissent, la stupidité devient exponentielle. Cette contagion ne se manifeste pas toujours par des actes spectaculaires. Elle s'infiltre dans les habitudes, dans les automatismes, dans les discours répétés sans examen. C'est la stupidité de croire que tout le monde le fait, donc ça doit être juste. C'est la stupidité de suivre un leader non parce qu'il a raison, mais parce qu'il parle plus fort. C'est la stupidité de préférer une réponse simple, même fausse, à une vérité complexe, mais inconfortable. Et le plus alarmant, c'est que la stupidité sait se déguiser. Elle emprunte parfois le langage de la science, de la morale, de la raison. Elle s'avance sous des slogans séduisants, des certitudes rassurantes, des chiffres manipulés. On croit faire preuve d'intelligence en la suivant, alors qu'en réalité, on abdique notre discernement. Voilà pourquoi certains auteurs parlent de théorie interdite, parce qu'admettre ce rôle central de la stupidité, c'est briser l'illusion de notre grandeur. C'est reconnaître que, bien souvent, ce ne sont pas les plus sages qui façonnent l'histoire, mais les plus habiles à manipuler les instincts les plus bas. Que les révolutions, les guerres, les effondrements ne sont pas seulement des drames politiques ou économiques,
mais avant tout des drames de stupidité partagés. Ce diagnostic n'est pas confortable, il met à nu notre fragilité, mais il est nécessaire. Car tant que nous continuons à croire que la stupidité est un accident, une faiblesse passagère ou un défaut réservé à ceux d'en bas, nous restons aveugles à son vrai pouvoir. Elle n'est pas périphérique, elle est centrale, elle n'est pas rare, elle est partout, diffuse, prête à surgir dès que la vigilance baisse. Nous vivons aujourd'hui dans une époque saturée d'informations, persuadés d'être plus intelligents que jamais. Mais peut-être n'avons-nous fait que perfectionner nos moyens de propager la stupidité à l'échelle mondiale. Voilà le cœur du diagnostic. La stupidité humaine n'est pas une faille qu'on peut corriger une fois pour toutes. C'est une condition permanente, une force qu'il faut apprendre à reconnaître, sinon elle nous engloutira. La stupidité humaine paraît toujours lointaine, comme si elle concernait les autres, les foules hystériques, les politiciens corrompus, les trolls anonymes. Pourtant, si cette théorie dérange, c'est parce qu'elle nous touche tous. Aucun de nous n'y échappe complètement. Elle se manifeste dans nos gestes quotidiens, dans nos réflexes, dans nos petites abdications silencieuses. Regarde ton propre rapport à l'information. Combien de fois as-tu partagé un article sans vérifier sa source, simplement parce que son titre confirmait ce que tu voulais croire? Combien de fois as-tu répété une idée évidente, entendue 1000 fois, sans te demander si elle avait un fondement? Voilà un premier symptôme, la facilité avec laquelle nous acceptons des réponses simples, non pas parce que nous sommes incapables de penser, mais parce que penser demande un effort que nous ne faisons pas toujours. Un autre symptôme se glisse dans nos réactions émotionnelles, la colère rapide, l'indignation immédiate, le rire facile. Nous cliquons, nous commentons, nous réagissons à chaud. Mais si nous prenions une minute pour réfléchir, nous verrions que beaucoup de ces réactions ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont déclenchées par des signaux extérieurs, une image choquante, un mot provocateur, une vidéo sensationnelle. Notre esprit réagit comme une corde qu'on pince, sans discernement. Il y a aussi ce phénomène étrange du regard perdu. Peut-être t'es-tu déjà surpris à défiler des vidéos absurdes pendant 1 heure, incapable de t'arrêter, même si tu savais qu'elles ne t'apportaient rien. Tu ne te sens pas plus heureux, pas plus cultivé, juste engourdi. C'est un symptôme silencieux de la stupidité collective. Nous nous laissons capter par ce qui nous abrutit, tout en sachant qu'il nous appauvrit. Et que dire de la peur du silence? Nous allumons la musique, la télévision, les podcasts, non pas par plaisir, mais pour ne pas être seuls avec nos pensées. Comme si la confrontation avec notre propre esprit était devenue insupportable. Ce besoin constant de bruit, de distraction, est une autre forme de stupidité, la fuite devant soi-même. Et plus nous laissons ce réflexe s'installer, plus nous perdons la capacité de réfléchir par nous-mêmes. La stupidité se glisse aussi dans nos certitudes. Combien de fois avons-nous défendu une opinion comme si notre vie en dépendait, alors que nous n'avions que des bribes d'arguments? Nous préférons paraître sûrs plutôt qu'admettre notre ignorance. Voilà un autre symptôme, la conviction infondée, cette force qui a justifié tant de catastrophes collectives dans l'histoire. Ces signes sont troublants, parce qu'ils ne sont pas réservés aux autres, ils sont en nous. Et c'est précisément là que la théorie interdite prend tout son sens. La stupidité humaine n'est pas seulement une force extérieure qui nous menace, c'est une part de nous-mêmes que nous devons apprendre à reconnaître. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment de vide, ce scroll compulsif, cette certitude absurde qui, après coup, te paraissait ridicule? Écris-le dans les commentaires, je veux vraiment lire ton expérience. Si la stupidité semble si universelle, si persistante, ce n'est pas simplement parce que chacun de nous porte des fragilités individuelles. C'est parce que nos sociétés, nos institutions, nos systèmes entiers valorisent que la stupidité, parfois sans même le dire, parfois de manière parfaitement consciente. La théorie interdite révèle que la stupidité n'est pas un accident. Elle est entretenue, cultivée, organisée. D'abord, il y a la logique de l'économie de l'attention. Dans un monde gouverné par les écrans, ce qui rapporte de l'argent n'est pas la profondeur, mais la captation. Peu importe si le contenu est vrai ou faux, intelligent ou absurde. Ce qui compte, c'est qu'il attire ton regard, qu'il déclenche une réaction. Et la stupidité, avec sa simplicité et son caractère immédiat, est l'outil idéal. Une vidéo grotesque fera 10 fois plus de vues qu'une analyse nuancée. Un slogan répété fera plus d'effet qu'un raisonnement complexe. Ensuite, il y a la logique du pouvoir politique. L'histoire montre que les régimes les plus autoritaires prospèrent, non pas malgré la stupidité, mais grâce à elle.
Une foule qui réfléchit est imprévisible, parfois ingérable. Mais une foule qui réagit mécaniquement aux émotions, peur, colère, enthousiasme vide, est bien plus facile à diriger. Ainsi, la stupidité devient une arme. Elle neutralise la critique, elle uniformise les comportements, elle fabrique du consentement. La stupidité se nourrit aussi du consumérisme. Nos désirs sont manipulés, calibrés pour que nous confondions besoins réels et besoins fabriqués. Acheter devient une réponse automatique à chaque frustration, chaque vide intérieur. On nous apprend que consommer, c'est exister. Mais derrière cette équation se cache une logique implacable. Tant que nous restons dépendants de ces stimulations, nous restons prévisibles, et donc exploitables. Le système éducatif lui-même n'est pas épargné. Trop souvent, il ne forme pas des esprits critiques, mais des exécutants obéissants. On y apprend à mémoriser, à répéter, à se conformer, plutôt qu'à questionner. C'est ainsi que la stupidité prend racine très tôt. Elle n'est pas un manque d'intelligence, mais une incapacité à exercer la pensée libre. Et cette incapacité est renforcée par une culture qui valorise la performance visible plus que la réflexion profonde. Enfin, la stupidité prospère grâce à l'illusion du savoir. Avec Internet, nous avons l'impression d'avoir tout à portée de main. Mais accumuler des informations n'est pas pensé. Trop d'informations mal digérées nous laissent confus, saturés, incapables de discernement. Nous croyons être éclairés parce que nous sommes informés, mais en réalité, nous sommes noyés. Et dans ce brouillard, la stupidité gagne du terrain. Voilà pourquoi on parle de théorie interdite, parce que reconnaître ce système revient à comprendre que la stupidité n'est pas marginale. Elle est devenue la norme invisible qui gouverne nos comportements collectifs. Et tant que nous ne voyons pas cette mécanique, nous croyons être libres, alors que nous sommes simplement conditionnés. Le système n'a pas besoin que tu sois pleinement conscient. Il a besoin que tu sois fonctionnel. Pas trop critique, pas trop autonome, juste assez réactif pour travailler, consommer, produire. C'est ainsi que la stupidité humaine, loin d'être un simple défaut, se transforme en une véritable force de régulation sociale. La stupidité n'est pas seulement tolérée, elle est rentable, elle est utile, elle est, d'une certaine manière, organisée. Devant ce constat, on pourrait céder au découragement. Si la stupidité est si enracinée, si elle est rentable, cultivée, presque organisée, alors que faire ? Faut-il se résigner à l'accepter comme une fatalité ? Non, car même si elle ne peut être éradiquée, elle peut être désamorcée, en commençant par un terrain que personne ne peut contrôler à ta place, ton espace intérieur. La première arme, c'est le silence. Non pas celui qui écrase ou qui isole, mais celui que tu choisis. Un silence volontaire, qui te confronte à tes propres pensées. Au début, il est inconfortable. Tu sentiras une agitation, une envie de fuir, un besoin compulsif de remplir le vide. Mais reste, dans ce silence, tu redécouvres ta propre voix, celle que le vacarme extérieur recouvrait depuis longtemps. Le silence n'est pas un vide, il est une matrice, il te rend à toi-même. Vient ensuite la lenteur. Dans une culture qui glorifie la vitesse, ralentir est presque un acte subversif. Lis lentement, mange sans écran, marche sans te presser. Écoute vraiment, sans préparer déjà ta réponse. Ces gestes simples reconstruisent ton attention. Ils déprogramment les réflexes de réactivité. Ils te rappellent que la vie n'est pas un flux à consommer, mais une présence à habiter. La lenteur, c'est la résistance au rythme imposé par le système. Puis, il y a la solitude choisie. Trop souvent, nous la confondons avec l'isolement. Mais la solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi. C'est l'espace où tu cesses de performer, d'adapter ton visage aux attentes, de courir après une validation. Dans cette solitude, tu réapprends à respirer, à sentir ce qui t'appartient vraiment. Elle est inconfortable, parfois vertigineuse, mais elle est aussi la condition de toute authenticité. La quatrième clé est la présence. Elle n'est pas un état abstrait, mais une pratique concrète. Regarde ton souffle, sens la chaleur d'un objet dans ta main, écoute sans juger, ressens sans fuir. La présence n'est pas spectaculaire, mais elle est libératrice. Elle t'arrache à la dispersion, elle réunit tes forces dispersées, elle transforme chaque instant en une reconquête. Ces pratiques ne sont pas des recettes rapides, elles ne donnent pas de résultats immédiats, mais c'est précisément leur lenteur qui les rend puissantes. Parce qu'elles court-circuitent la logique du marché, elles ne produisent rien de mesurable, rien de rentable. Elles produisent seulement ce qui ne peut être acheté, ta liberté intérieure. Et n'oublie pas,
Résister ne veut pas dire fuir le monde ou mépriser les autres. Cela signifie apprendre à voir sans se laisser aveugler, à écouter sans se laisser programmer, à choisir sans se laisser manipuler. La stupidité est contagieuse, mais la lucidité aussi. Chaque fois que tu choisis d'être présent, tu offres un exemple silencieux, et parfois, un seul regard lucide suffit à fissurer l'illusion collective. Alors, le chemin de sortie n'est pas un exploit héroïque, c'est une discipline quotidienne, une fidélité à toi-même, une pratique humble mais radicale, celle de ne plus abandonner ton attention. Car là où ton attention va, ta vie suit. Si tu sens que ces idées résonnent en toi, si elles t'ont apporté quelque chose aujourd'hui, laisse un like. C'est un geste simple, mais précieux, pour soutenir ce travail et rappeler à l'algorithme que la profondeur a encore sa place. Ne rien changer, c'est accepter une lente descente. Et ce déclin ne viendra pas avec fracas, mais avec douceur, comme un anesthésiant qu'on injecte goutte après goutte. Tu ne t'éteindras pas en une nuit, tu continueras à fonctionner, à travailler, à rire, à consommer, mais tout cela deviendra mécanique, vidé de substance. C'est ça, la première conséquence. La vie automatique. Chaque jour ressemble au précédent. Les gestes s'enchaînent, mais tu n'es plus vraiment là. Tu agis, mais sans direction intérieure. Tu ressens, mais sans intensité. Peu à peu, tu perds cette étincelle qui donnait un sens à ton existence. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Le confort de la répétition finit par remplacer l'exigence de la vie réelle. Puis, vient la perte d'authenticité. Tu crois encore être toi-même, mais tes opinions ne sont plus qu'un écho de ce que tu as entendu 1000 fois. Tes désirs se confondent avec ceux qu'on t'a suggérés. Tes émotions réagissent aux signaux extérieurs, calibrés pour te manipuler. Tu défends des certitudes qui ne sont pas vraiment les tiennes. Tu crois penser librement, alors que tu ne fais que rejouer un script invisible. À long terme, ce mécanisme creuse en toi un vide existentiel. Tu as tout pour être occupé, du travail, des distractions, des relations, mais malgré tout, tu ressens une fatigue étrange, une insatisfaction sourde. Rien ne semble suffire. Tu changes d'activité, de série, de projet, mais le vide reste. Parce que ce qui manque, ce n'est pas à l'extérieur, c'est ton lien à toi-même. Et plus tu fuis ce vide, plus il s'élargit. Le plus inquiétant, c'est que cette condition devient la norme. La société l'appelle autrement, stress, ennui, burn-out. On te propose des solutions rapides, plus de consommation, plus de distraction, plus de performance. Mais on ne t'invite jamais à t'arrêter, à questionner, à revenir à l'essentiel. Car une société basée sur la stupidité partagée n'a aucun intérêt à ce que tu te réveilles. Voilà le prix du renoncement. Une vie confortable mais creuse. Une routine qui apaise en surface, mais qui t'éloigne chaque jour de ton authenticité. Tu crois avancer, mais tu dérives. Tu crois choisir, mais on a déjà choisi pour toi. Et un matin, tu te réveilleras avec cette sensation glaciale. Tu es encore en vie, mais tu ne vis plus vraiment. Si tu ne décides pas par toi-même, quelqu'un a déjà décidé pour toi. Il y a un moment où il ne suffit plus de constater, ni de critiquer, ni de s'indigner. Car si la stupidité est partout, si elle est contagieuse et organisée, alors la seule vraie résistance doit commencer là où personne ne peut décider à ta place, à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le système change, que les réseaux deviennent plus éthiques, que la société se réforme. Ces choses ne viendront pas. Mais tu peux choisir, dès maintenant, de reprendre un espace que personne ne peut acheter. Ton attention, ta conscience, ton regard. Cela commence par des gestes minuscules. Décider de ne pas réagir immédiatement à une provocation. Refuser de partager une information dont tu n'es pas sûr. Couper le flux 1 heure par jour pour retrouver le silence. Choisir de ralentir, même si tout autour de toi hurle d'aller plus vite. Ces gestes ne feront peut-être pas de bruit, mais ils te rendront à toi-même. N'attends pas d'être parfait. Tu retomberas dans les automatismes, tu replongeras dans le flux. Mais chaque fois que tu choisis de revenir, tu affirmes ton pouvoir. Car la lucidité n'est pas un état permanent. C'est une pratique, un choix répété, un retour constant à toi-même. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Chaque fois que tu refuses la stupidité, tu crées une brèche. Chaque fois que tu choisis la clarté, tu offres un exemple silencieux. Et parfois, une seule personne qui s'éveille suffit à réveiller ceux qui l'entourent. Le premier pas de la liberté n'est pas de crier contre le monde. Le premier pas, c'est de dire à toi-même « je m'éveille ». Il y a dans chaque époque une force silencieuse qui décide de son destin. Parfois, c'est l'intelligence, la créativité, la vérité. Mais trop souvent, c'est la stupidité, collective, contagieuse.
triomphante. Elle s'installe sans bruit, se propage comme une brume et finit par envelopper tout ce qui respire. C'est ce voile qui obscurcit les civilisations et précipite leur déclin. Pourtant, il existe une autre force, plus discrète encore, celle du réveil intérieur. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à dominer. Elle commence dans un instant de silence, dans un regard lucide, dans un souffle retrouvé. Elle n'a pas besoin de foule ni de slogan. Elle naît dans un seul être humain qui choisit de ne plus s'abandonner à l'absurde. Imagine une flamme fragile dans la nuit. Le vent de la stupidité souffle fort, mais tant que cette flamme existe, tout n'est pas perdu. Elle n'éclaire peut-être qu'un petit cercle, mais ce cercle suffit pour montrer un chemin. Et si chacun rallumait cette flamme en lui, alors même l'obscurité la plus dense ne pourrait l'éteindre. Voilà le choix qui t'appartient. La stupidité humaine peut être une force de destruction, mais elle n'est pas une fatalité. Ta vigilance, ta lenteur, ton silence, ta présence sont les antidotes que personne ne peut arracher. Les civilisations tombent quand elles confondent le bruit avec la vie, mais un seul être lucide suffit à rappeler que le vrai pouvoir est dans la clarté intérieure. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et considère de soutenir ce travail avec un super thanks. Ce geste, aussi simple soit-il, nous aide à continuer à partager des réflexions qui éveillent.